Pour commencer, je voudrais partir d'une phrase qui m'a toujours impressionné. On prétend qu'elle est du Bouddha, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est une phrase qui me paraît importante. L'homme sage est celui dont l'intestin fonctionne bien. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi, dans les temps anciens, on aurait pu formuler une telle expression. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à l'intestin? Qu'est-ce qu'il y a de particulier au ventre? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le sage est celui dont le cœur fonctionne bien? Pourquoi parle-t-on du ventre et de l'intestin? Alors Nathalie a déjà évidemment exposé clairement tout ce qu'il y avait comme particularité dans l'intestin, et notamment la microflore. Donc je vais aller rapidement sur ça pour me consacrer à la question fondamentale. Alors dans le ventre et dans l'intestin, et Nathalie y a fait allusion, nous possédons d'une part un organe qui s'appelle l'intestin, dans lequel il y a la flore. Cet intestin, vous le savez, est divisé en plusieurs parties. Il y a l'intestin grêle, le gros intestin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de se rendre compte que cet organe-là, il exerce une série de fonctions fondamentales de l'organisme. Et en ça, je pense qu'il a une certaine particularité que ne partagent pas les autres organes. Premièrement, il est capable, et Nathalie y a fait allusion, de traiter les déchets, les résidus de notre nourriture, de les digérer partiellement et d'excréter ce qui reste. Mais il est aussi une barrière protectrice. Il ne faut jamais oublier que le tube digestif, c'est l'extérieur de notre corps. Ce n'est pas l'intérieur. La bouche et l'anus sont ouverts sur le tube digestif et la paroi du tube digestif forme donc une barrière entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Et c'est une barrière qui nous protège contre toute une série d'agressions possibles, qu'elles soient chimiques, bactériologiques. On est totalement agressé à longueur de journée par une série de choses qu'on ne souhaite pas nécessairement assimiler, et notre tube digestif est là pour nous en protéger. D'autre part, c'est le siège aussi des défenses immunitaires. 80% de notre système immunitaire est dans l'intestin. Nathalie a fait allusion au fait que c'est un organe à activité hormonale. Nous produisons dans le tube digestif environ une cinquantaine d'hormones de type peptidique qui ont des activités qui contrôlent le reste de tous nos organes. Et enfin, c'est une activité neurologique. Il existe dans notre ventre, lié à l'intestin, un système nerveux qu'on appelle le système nerveux entérique, qui est largement indépendant du système nerveux central et qui contient 100 millions de neurones. Donc, il y a dans notre ventre et dans notre intestin, et associé à notre intestin, un ensemble de fonctions qui sont caractéristiques et assez exceptionnelles d'être regroupées dans le même organe. Et en plus de ça, et Nathalie l'a clairement exposé, nous avons dans cet intestin ce fameux microbiote, les 100 000 milliards de bactéries, qui, bien que pour remplir toutes ses propriétés, l'intestin possède cette caractéristique unique dans sa dimension. Il y a des systèmes bactériens ailleurs, sur la peau, dans le vagin. Il y a différents systèmes bactériens, mais dans l'intestin, c'est sa dimension qui est impressionnante. Donc, cette symbiose entre un énorme microbiote, composé majoritairement de bactéries, et le tissu intestinal, Nathalie a suffisamment exposé l'importance de cela. L'élément clé de cette symbiose entre le microbiote et l'intestin, c'est bien sûr le nombre de bactéries, mais c'est surtout qualitatif. C'est surtout la composition, et plus que la composition, les fonctionnalités de ce symbiote, de ce microbiote, qui sont importants dans cette symbiose pour le contrôle, la participation et la modulation de toutes ces fonctions de l'organisme. Donc c'est quelque chose de relativement qualitatif, plus que quantitatif. Que nous ayons 100 000 milliards ou 80 000 milliards, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. Alors, bon, on y a fait allusion, nous avons effectivement cette énorme masse qui est composée pour chacun d'entre nous d'un bon millier d'espèces différentes. Et j'étais impressionné par ce que disait Patrick Dujardin tout à l'heure, parlant de 10 000 espèces dans le sol. Bon, on est encore loin de ça, nous n'en avons qu'un millier, c'est déjà pas mal, qui sont distribuées de manière non homogène, principalement dans le côlon, et, comme Nathalie l'a évoqué, qui sont largement individuelles pour chacun d'entre nous. Alors, maintenant, venons à la question, nourrir son intestin, son ventre, son microbiote. On peut se dire que, quand on regarde les ouvrages de nutrition,
les ouvrages de nutrition se consacrent essentiellement à la façon de nourrir nos organes. C'est la partie supérieure de ma diapo qui montre que nous consommons des aliments que j'appellerais systémiques, qui vont être digérés par notre tube digestif, principalement dans le grêle, et puis absorbés, distribués et consommés par tous nos organes. Ce sont les glucoses, les glucides, les protéines, les graisses, etc., les minéraux. Ce sont donc principalement des aliments que je dirais et que je caractériserais d'aliments eucaryotes, puisqu'ils nourrissent nos cellules du corps qu'on appelle des cellules eucaryotes. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que dans cette partie de la nutrition, on a très longtemps oublié ces 100 000 milliards de bactéries, se demandant, mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait les nourrir correctement? Et donc, le moment est venu, à travers tous les travaux récents et toutes les recherches, de se poser la question de savoir, mais quels seraient les aliments nécessaires dans ma nourriture pour alimenter cette énorme population de bactéries. Et c'est ce que j'appelle l'alimentation colique. Alors, cette alimentation colique, elle va donc nourrir essentiellement les bactéries, et ce serait donc ce que nous pourrions appeler un aliment prokaryote, puisque les bactéries sont appelées des éléments prokaryotes. Et donc, l'aliment colique, ça devrait être dans notre alimentation un composant ou un supplément alimentaire qui, parce qu'il résiste à la digestion, peut atteindre notre microbiote principal dans le côlon pour alimenter ces bactéries. Alors, on pourrait les alimenter dans leurs termes du point de vue de leur composition, mais surtout peut-être du point de vue de leur fonctionnalité, de façon à pouvoir influencer, moduler la physiologie et donc être nécessaire à notre bonne santé. Et donc c'est ça qu'on a imaginé le jour où on a développé le concept de prébiotique. Il était associé à cette notion d'aliment colique, à une époque d'ailleurs où on parlait d'aliments fonctionnels, ce qui était dans l'esprit de l'époque. Alors, ces aliments coliques, ils peuvent être quoi? Alors, ceux qu'on connaît sont principalement aujourd'hui des hydrates de carbone, donc des glucides, des sucres au sens large, mais il est très vraisemblable qu'il en existe d'autres, notamment dans les peptides, dans les protéines non digestibles, qui aussi peuvent influencer le microbiote. Alors, dans ces hydrates de carbone non digestifs, je propose deux catégories. Il y a ceux qui seront vraisemblablement des aliments pour pratiquement toutes les bactéries, parce que c'est un aliment de base, tout comme le glucose est, mis à part notre intestin, l'aliment de tous nos organes. Eh bien, il y a probablement des aliments qui vont être proposés pour être ces aliments universels capables de nourrir l'essentiel, la majorité de ces 100 000 milliards de bactéries. Et on retrouve là les fibres alimentaires, dont Nathalie a bien sûr parlé, mais aussi les amidons résistants. Alors, l'amidon, vous savez ce que c'est ce qu'il y a dans la pomme de terre. C'est un polymère de sucre, de glucose, et on considère généralement que cet amidon, il est digéré dans notre tube digestif, mais il y a aussi de l'amidon qui n'est pas digéré, qu'on appelle l'amidon résistant. Et vous en avez tous consommé. Quand vous mangez des pommes de terre cuites, chaudes, vous avez de l'amidon digestible. Vous laissez refroidir vos pommes de terre, vous en faites une salade de pommes de terre, vous avez de l'amidon résistant. Donc, il y a des modifications de structure, enfin, peu importe, qui font qu'on peut avoir ces deux éléments. Mais tout ça sont des aliments qui vont nourrir toute la flore, et vraisemblablement, y compris, si pas totalement, au moins partiellement, la flore potentiellement pathogène. Et donc, quand on a développé le concept de prébiotique, la question était, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver les moyens de nourrir sélectivement certaines populations de bactériennes de façon à améliorer la fonctionnalité de la flore ou du microbiote et le rendre bénéfique pour la santé. Et c'est là où le concept de prébiotique a été développé. Et parallèlement à ça, le vieux concept de probiotique s'intègre aussi dans cette catégorie d'aliments coliques qui sont spécifiques, sélectifs du point de vue de la composition, mais surtout du point de vue de la fonctionnalité. Alors, le concept qui a été proposé dans les début des années 90, le concept de prébiotique affirme qu'il existe une possibilité, par le biais d'une alimentation intestinale et colique équilibrée, de soutenir, renforcer ou réparer les fonctionnalités du microbiote en faveur du bien-être, de la santé ou la réduction du risque de maladie. Donc, si vous avez un microbiote dysbiotique, eh bien, il doit exister des moyens alimentaires
de rééquilibrer ce microbiote en faveur d'un microbiote eubiotique, comme Nathalie l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, le prébiotique devient alors un composé alimentaire non digestible qui, via sa métabolisation par les micro-organismes, va moduler la composition et ou la fonctionnalité du microbiote pour lui conférer les bénéfices nécessaires à la physiologie humaine. Donc voilà ce que ce concept a proposé. Et petite parenthèse et petite histoire, ce concept, nous l'avions découvert, Nathalie et moi, à l'époque, sur une série d'expériences, comme toujours, des expériences qui n'étaient pas prévues pour ça. Alors, les composants alimentaires qui répondent à cette notion de prébiotique, il en existe un très petit nombre pour l'instant, mais ce nombre va probablement augmenter dans le futur. Les principaux sont, à l'heure actuelle, fonction du nombre d'études qui ont été faites sur ces produits, les dérivés qu'on appelle les inulines. Alors, les inulines sont des produits qu'on trouve, et Nathalie a évoqué les légumes racines, que l'on trouve dans les racines. Je vais vous expliquer tout à l'heure dans quels légumes on les trouve. Ce sont des polymères de fructose qui ne sont pas digérés dans notre tube digestif, mais qui alimentent sélectivement certaines bactéries et pas les autres, parce qu'elles ont besoin d'enzymes particuliers. Nathalie a évoqué le problème des galactoligosaccharides qu'on trouve dès l'origine de la vie dans le lait maternel. Le lait maternel contient environ 300 espèces de prébiotiques différents. C'est le meilleur prébiotique que nous ayons et que nous mangerons jamais durant toute notre vie. On ne pourra jamais faire mieux que ça. Et c'est ce prébiotique présent dans le lait maternel qui favorise, chez les enfants nourris au sein, le développement d'une flore bénéfique. Il y a les arabinoxylanes qu'on trouve dans toute une série d'aliments et dont une série de céréales. Il y a le lactulose, mais que je cite pour mémoire, simplement c'est un médicament, c'est un produit de synthèse, mais il n'est pas utilisé comme tel. Et vous avez en dessous la liste de toute une série d'autres composants alimentaires pour lesquels on a des indications qu'ils pourraient être considérés comme des prébiotiques. Et le projet dont Nathalie vous a parlé en terminant sa présentation est un projet qui s'inscrit vraiment dans cette démarche de retrouver dans les plantes, dans les aliments primaires, la richesse en prébiotiques. Alors, quelques exemples, juste pour citer dans le domaine de l'inuline, eh bien, les artichauts, la banane, l'ail, le topinambour, le poireau, l'oignon, le salsifis, les panais dont on a parlé, mais aussi le froment, qui contient en outre d'autres prébiotiques, sont des aliments riches en inuline. Alors, le seul petit problème de la consommation de ces aliments, c'est qu'il faut éviter de les cuire trop, parce que l'inuline est un peu thermolabile, et donc il y a des problèmes qu'il faut éventuellement régler dans les méthodes de cuisson. Et j'ai signalé en dessous la chicorée, qui est actuellement la source industrielle principale de l'inuline, et dans les champs de l'ASB, on cultive aujourd'hui autant de chicorée que de betteraves. Le problème, c'est que vous ne voyez probablement pas la différence entre les deux. Alors, ce prébiotique, quand il est consommé, il induit des modifications de la composition et des fonctions du microbiote intestinal. Donc, lui-même n'a pas d'effet physiologique si ce n'est celui-là. Il sert de nourriture au microbiote et c'est le microbiote modifié qui va avoir ses effets bénéfiques sur l'intestin et sur la santé. C'est le microbiote, parce que sa composition est modifiée, qui directement ou indirectement est à l'origine des effets de ce prébiotique. Parallèlement, alors le concept de prébiotique est schématisé ici. Il montre que le prébiotique étant consommé va traverser l'estomac pratiquement intact, il va traverser la majorité de l'intestin grêle sans être modifié, et il ne sera modifié que dans l'intestin grêle, la fin de l'intestin grêle et le côlon, où il va influencer la fonctionnalité du microbiote. Donc bien clairement comprendre, parce que c'est souvent une confusion que cette notion entre pré et alors le probiotique. Il y a différences fondamentales. Le prébiotique agit comme un aliment sélectif d'une flore existante pour stimuler la prolifération de bactéries endogènes. Le probiotique, c'est autre chose. Lui va agir, c'est une bactérie vivante que l'on choisit en fonction de ses qualités propres, qui sont largement souches ou espèces spécifiques,
Et c'est la nouvelle souche que l'on va introduire dans le tube digestif qui va exercer ses effets. Elle va avoir des effets sur la composition ou la fonctionnalité du microbiote. Les nouvelles souches qui sont introduites changent les interactions entre souches et espèces existantes et modifient la fonctionnalité et la composition du microbiote. En fait, au-delà de cette approche strictement alimentaire maintenant, donc, que j'ai prévu expliquer très schématiquement entre les fibres alimentaires, les hydrates de carbone non digestibles, les prébiotiques et les probiotiques, je voudrais dans cette seconde partie poser une question plus peut-être philosophique. Au-delà de cette approche strictement alimentaire, ne devons-nous pas questionner les concepts mêmes de santé, d'alimentation et de nutrition pour proposer quelque chose de plus holistique que je définis comme nourrir son microbiote ou nourrir son intestin ou nourrir son ventre. Alors cette expression-là, je vais essayer de la préciser. L'intestin et le ventre, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans notre corps, la cavité abdominale a cette particularité qu'elle n'a pas de protection osseuse dans sa face antérieure. Il n'y a pas de protection osseuse sur mon ventre. C'est la seule partie du corps qui est comme ça. Elle n'est protégée par aucune structure osseuse. Contrairement à la majorité de nos organes, nous pouvons sentir notre intestin. Nous pouvons sentir des réactions dans notre intestin. Nous pouvons parfois les entendre. Nous pouvons aussi les masser. Il existe des techniques de massage spécifiques de l'intestin à travers le massage de l'abdomen. Donc, il y a là quelque chose qui rajoute à ma question du départ, pourquoi l'intestin? Eh bien, en partie peut-être pour ça. Bien sûr, il y a un autre organe important qui est l'utérus chez les femmes, mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Alors, par analogie à ce qui a été décrit tout à l'heure, on peut aussi considérer que ce qui se passe dans notre intestin, c'est quelque part du compostage. On composte les résidus alimentaires. Et il y aurait quelque part une espèce de transformation alchimique qui se passerait dans notre intestin par ces bactéries. Et j'en faisais allusion à l'interruption. Il est quand même pour moi une interrogation fondamentale. Comment se fait-il que toutes les formes de vie, depuis les plantes jusqu'aux êtres animaux sur Terre, ont besoin de bactéries pour vivre? C'est-à-dire que les formes de vie les plus élémentaires sont nécessaires à la vie des formes les plus élaborées. Et je pense que c'est une question importante et qui peut rejoindre effectivement ces questions d'alchimie et de plus philosophique. Je voudrais ajouter aussi que dans la philosophie orientale et dans les médecines orientales, l'abdomen, l'intestin jouent un rôle essentiel. C'est là que se trouve le centre de l'être. Tous ceux qui font des arts martiaux savent cela. C'est le Dantien des Chinois, le Hara des Japonais. Et c'est notre terre intérieure au sein de laquelle s'opère cette transformation. Alors, je vais essayer de trouver la réponse à ma question de savoir comment nourrir sa vie dans un ouvrage que j'ai lu, relu et que je relis, qui est un ouvrage publié par un philosophe français qui s'appelle François Julien, qui s'appelle « Nourrir sa vie » et qui est inspiré d'un texte de la philosophie chinoise qui est le Sang Shui, qui date de 300 à 400 avant Jésus-Christ. Et dans ce livre, Nourrir sa vie, dans cette expression « la vie », il faut la comprendre dans un sens de potentiel vital. La vie, ce n'est pas seulement la physiologie de mon organisme. C'est mon potentiel vital. Et ma vocation d'être humain et ma seule responsabilité, finalement, est dans le soin que je vais prendre à entretenir et à déployer ce potentiel vital qui m'a été donné à la naissance. Contrairement à ce qu'on pense trop souvent, dit le texte chinois, nourrir sa forme physique ou physiologique ne suffit pas à maintenir sa vitalité, car il faut aussi que soit effectivement nourri non seulement ce que j'appelle réductivement mon corps, mais plus essentiellement ou quintessentiellement la quintessence de ma vie. Bien nourrir suppose donc une approche sensible et un ressenti de son corps et de ses organes. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'intestin a cette particularité qu'on le ressent. Je ne ressens pas mon cœur, je peux savoir qu'il bat, mais je ne ressens pas mon cœur. Je ne ressens pas mon pancréas, mais je peux ressentir mon intestin. Et donc je peux ressentir mon ventre quelque part.
Et cela va au-delà des aspects strictement physiologiques pour accéder à la dimension vitale, à la dimension dite énergétique, dans le sens qu'on peut donner à ce terme-là, et à la capacité de traiter tant ma matière que mon esprit, puisque cela ne forme qu'un seul tout. Et pour cela, il faut prendre en compte peut-être ces apports de la philosophie orientale qui nous apprend que le ventre, c'est sans doute l'intestin et son microbiote, mais c'est aussi le centre de l'être, le centre vital, le centre de l'énergie originelle. Et en conséquence, dans les médecines orientales et dans les arts martiaux de l'Orient, mais aussi dans les pratiques de la vie quotidienne de certaines populations orientales, comme l'art de la calligraphie, s'organisent largement autour de cette énergie originelle pour la renforcer, la développer, mais aussi arriver à la sentir, à la vivre en agissant à partir de lui. Alors cette approche énergétique, il faut la comprendre dans le sens de la pensée orientale, de ce chi énergétique qui est une énergie invisible, mue par la volonté du moi et qui peut être ressentie et dont on peut faire usage, comme disait Durkheim. Alors, si la symbiose entre mon intestin et mon microbiote, si l'activité de transformateur de terre intérieure, et si le Qi et le Dantian sont si essentiels pour la vie, comment puis-je les entretenir et donc bien les nourrir dans le sens de nourrir sa vie? Premièrement, je pense que nous devons faire appel à une nourriture saine, préserver notre terre intérieure. Et je vais vous montrer tout de suite un schéma qui pose cette question. Essayez de ne pas transposer à l'intérieur de nous-mêmes les dégâts de la culture intensive ou des cultures hors sol. Misez sur une diversité alimentaire pour favoriser la bonne fermentation et les transformations alchimiques. Évitez les poisons qui détruisent l'humus de la terre extérieure, mais qui détruiront aussi notre compost intérieur. Alors ce schéma est un schéma que j'ai construit en se disant nous partons d'une nourriture végétale que nous transformons en aliments pour nous nourrir. Les résidus organiques alimentent notre microbiote pour une fermentation intestinale, c'est la fameuse terre intérieure. Nous produisons des déchets. Alors, il fut un temps où ces déchets alimentaires, on a parlé des déjections animales, mais il existait un temps aussi où les déchets des déjections humaines servaient à faire du fermentation et du compostage, et donc à produire des résidus organiques qui étaient également alimentés par les déchets alimentaires. Aujourd'hui, on ne récolte plus les déchets humains, on les transforme par les eaux dans les stations d'épuration. Donc on a supprimé une partie importante de ce qui constituait la source des composts, et donc on a réduit une partie de ce cycle-là qui alimentait la terre avec les déchets de notre alimentation. Et puis, on a ajouté des engrais, des pesticides. On a dans l'aliment que nous consommons ajouté des additifs. Oui, je vais terminer. Ça va. On a aussi, je fais toujours la comparaison, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la composition d'un 4x4 que vous achetez au supermarché et la composition d'un 4x4 que vous faites chez vous. Alors celui que vous faites chez vous, comme la définition le dit, il y a 4 composants. Dans celui du supermarché, il y en a une quinzaine environ. Alors pourquoi sommes-nous obligés de consommer des produits qui n'ont aucune valeur nutritionnelle? Je pense que c'est une question importante. Donc ces questions-là, elles reviennent à ma question fondamentale de nourrir convenablement par une alimentation saine et essayer de la trouver le plus possible. Et la permaculture est certainement une approche à encourager. Mais nous devons aussi porter attention et sentir notre intestin et notre ventre. Alors bien sûr, la base de tous les arts martiaux, c'est la respiration abdominale. C'est une respiration qui permet de sentir son intestin. L'exercice physique, la marche est une excellente technique pour masser son intestin. Les hydrothérapies, que j'insiste, douces du côlon, et les massages de l'abdomen, notamment le Chinai Tsang, qui est une technique de massage abdominal qui a été développée en Thaïlande. Et il faut aussi que nous centrions notre être sur ce centre énergétique, que ce soit le Dantian, par les arts martiaux, le Qigong, le Tai Chi Chuan, le Shiatsu, les massages Thaï, et dans la méditation, se centrer sur cela à travers une technique de méditation qu'on appelle la respiration céleste. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon ventre. Merci.